pour finir avec Gérald Darmanin, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie dans cette interview, Éric Tegner, parce que dans la mesure où il n'y a eu aucune baisse de dépenses sur les 7 années qui se sont écoulées, le gouvernement sortant, d'une certaine façon, implicitement, il a validé la hausse des impôts, puisqu'il n'a jamais baissé ses dépenses. Bien entendu, et d'autant plus du fait que Michel Barnier a été nommé très tard, ce qui fait qu'il a en partie récupéré d'ailleurs des propositions de taxes qui avaient été portées déjà par Gabriel Attal, ministre avant de devenir Premier ministre. Lui-même avait mis en place toute une série d'idées de taxes sur les entreprises, etc. Et sur également les bénéfices des entreprises. Donc ça, c'est hypocrite, bien entendu. Et ensuite, d'une certaine façon, on comprend aussi pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Lui-même disait que ça allait être compliqué au moment du budget. En fait, il refusait d'être dans l'obligation, d'une certaine façon, de se retrouver à faire ce qui était inéluctable, c'est-à-dire augmenter les impôts. Pourquoi je dis que c'est inéluctable ? Parce que de toute façon, c'est une évidence qu'il n'allait pas changer de logiciel. Michel Barnier est construit sur ce logiciel d'augmentation des impôts. Je lisais récemment un papier du Wall Street Journal qui expliquait la raison pour laquelle en France, justement, on a un taux d'intérêt très bas. C'est pas parce qu'en soi on rassure les marchés financiers, c'est parce que les marchés financiers savent qu'on a une machine fiscale et Bercy extrêmement efficace. Ça veut dire que demain, si on est très endetté, contrairement à d'autres pays, on est capable en 2 mois de lever de l'impôt et de prélever de l'impôt. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la solution de la lâcheté, de la facilité, d'augmenter les impôts et absolument pas celle du courage. Quand on est endetté en règle générale, la première chose qu'on fait, c'est d'abord effectivement de baisser les dépenses parce que on verra, moi je fais un pari, il y aura encore comme chaque année un projet de budget de loi rectificatif, ce qui fait que de toute façon au mois de mars, au mois d'avril, de toute façon, malgré ces augmentations justement d'impôts, Michel Barnier ira voir les Français et leur dira « Ah finalement, il faut un peu plus d'argent, on s'est planté, etc. » Parce qu'en fait, il navigue à vue. Et puis il y a les petites mesures qu'on ne voit pas également, qui passent un petit peu entre les mailles du filet. Et moi j'ai lu aujourd'hui qu'on évoque aussi un nouveau malus sur les véhicules thermiques et hybrides. Et là, là on ne parle pas des Français les plus riches. Là c'est tout le monde qui est concerné. Donc on voit bien ce ruissellement et à l'arrivée, en effet, ça fait un petit peu discussion de comptoir de dire ça. Mais c'est toujours les mêmes qui vont trinquer à l'arrivée, quoi. Oui, et ça, il y a la taxe aussi sur l'énergie qui va être largement augmentée. Il y a énormément de taxes comme ça également. On va taxer aussi l'épargne, mais ça, c'était utilisé déjà. Vous ne pouvez pas ne pas toucher aux classes moyennes, en fait. Mais bien entendu. Et derrière, ça se répercute. Vous savez, quand on parle de ces 100 000, tout à l'heure, vous disiez 500 000 euros net avant impôt. Dans les faits, ces gens-là touchent 250 000 net. Ils sont déjà surtaxés. Donc demain, auprès de leur employeur, ils vont aussi négocier plus. L'employeur va devoir payer plus. Il y a les cotisations sociales salariales qui, à ce niveau-là, sont déjà énormes. Et ça fera moins pour le salarié qui juste est à 2 000 euros et donc qui, lui, n'aura pas cette augmentation. Parce que la véritable question à se poser, quelle est-elle ? C'est de se demander, est-ce que 1 euro, on préfère le donner à l'économie ou à l'État ? Est-ce que l'État est capable, justement, vous savez, c'est la parabole des deniers. Est-ce qu'il est capable de transformer 1 euro en 2 euros. Aujourd'hui, il transforme 1 euro en 2 euros de dette. C'est la différence et pas de croissance. Et moi, ce qui me surprend, c'est que s'il y a bien une chose qu'Emmanuel Macron avait malgré tout réussi depuis 2017, c'était de restaurer l'attractivité. Donc, ce que je comprends pas, c'est que Michel Barnier, on parle de lui comme un commissaire européen, justement, qui rassurait les marchés financiers, etc. Ça veut dire qu'il aurait pu tout à fait laisser passer, justement, une augmentation du déficit, qui, de toute façon, encore une fois, arrivera, parce que leurs calculs, ils doivent pas être très bons aujourd'hui, parce qu'il rassurerait les marchés, parce qu'il profiterait justement de l'aura d'Emmanuel Macron à ce niveau-là, au niveau de l'Europe, pour vraiment aller sur le fond et sur ces réformes-là, parce que là, ils vont casser la croissance. C'est quand même un silence assourdissant. Alors Eric et Johan. Alors c'est pas étonnant d'abord parce qu'il y a une partie du financement de Sciences Po qui vient aussi des 75 millions par an qui vient de l'étranger. Pour l'État. Non mais alors l'État finance un tiers du budget annuel de Sciences Po, 75 millions d'euros. Après ils sont Il y a un moment, il faut couper. Ça c'est certain, pour le coup on parlait d'économie, c'est à ce niveau-là. Moi je vais vous dire, je suis plutôt content de ce qui se passe parce qu'au moins on voit leur idéologie. On voit l'idéologie d'une partie des gens qui demain, parmi eux il y en aura, ils vont faire l'ENA. Demain, ils vont vous donner des leçons. Ils vont se retrouver peut-être dans des ministères. Ils vont peut-être devenir juges, justement. Ils vont prendre des décisions. Et il y a des gens qui, il y a 20 ans, les actuels, c'est pour certains juges aujourd'hui, certains ministres, etc. La différence, c'est qu'ils ne se montraient pas avec autant de visages découverts. Cette fois-ci, au moins,
On le voit. Et il y a énormément d'études, d'articles qui l'ont montré, notamment dans le Figaro il y a un mois de ça, qui montrent que les grandes entreprises aujourd'hui ne veulent plus embaucher des gens de Sciences Po Paris. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça dit quoi? Ça dit également de notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Parce que Sciences Po aujourd'hui est complètement dépendant. Parce qu'également, il est dépendant des classements, etc., internationaux, où justement, au lieu de se dire on va former une élite française qui va être française, on va former une élite qui va être au service de l'étranger. Rappelez-vous, c'est Jean-Claude Trichet, quand il était arrivé à la BCE, qui avait dit I'm not French. C'est ça en permanence. Nos élites aujourd'hui ne sont plus au service de la France. Et quelle est la conséquence du coup direct aujourd'hui? C'est qu'on se retrouve avec Sciences Po qui devrait nous représenter, qui devient le porte-parole de la cause palestinienne. Parce que croyez-moi, ce type d'image, ce qui est dangereux pour le coup, c'est que ça donne de la vitalité et de la force au Hamas. Bien sûr. Parce que c'est un tract en direct qui va être diffusé justement dans leur chaîne de propagande. Par contre, s'ils croient qu'ils ont une influence sur Benjamin Netanyahou et sur le gouvernement israélien, je pense que... Cette année, Frontières franchit un nouveau cap en lançant de nouveaux formats, avec une équipe renforcée et une ambition: devenir ce grand média d'investigation capable de concurrencer Mediapart. Au cœur de notre modèle, une nouvelle application mobile, d'ores et déjà disponible sur iPhone et bientôt sur Android. Si vous souhaitez nous suivre au quotidien, téléchargez cette application mobile. Et pour nous soutenir de façon plus engagée, abonnez-vous et découvrez tous nos contenus exclusifs, magazines, enquêtes et interviews. Merci à tous. Éric Tegner. Moi, je trouve qu'il y a un élément qu'on néglige un petit peu trop concernant les jeunes, c'est l'impact des médias digitaux. Moi, que je connais bien, il y a un mouvement qui a été lancé justement au mois d'avril, au mois de mai dernier. C'est le Blackout 2024. Ça consistait en fait à pousser tous les youtubeurs qui n'avaient pas soutenu la cause palestinienne à le faire et à engager justement leurs abonnés à les bloquer. Ce qui de facto privait justement une grande partie de ces influenceurs de leur communauté, parce que contrairement à ce qui se passe à droite, donc à ils ont gauche, été obligés un peu de s'afficher. Donc énormément de gens comme Squeezie ont dû le faire. Thibaut InShape s'est pris une vague contre lui. Donc là, si vous parlez d'influenceurs sur YouTube qui ont des millions d'abonnés. Et qui sont vus comme des gens neutres. C'est ça la différence. Moi, j'ai rencontré des jeunes plutôt de droite, de centre-droit, qui vraiment, au début du conflit, étaient là quand même, Gaza, etc., et devenaient anti-israéliens. Pourquoi? Parce que, en raison de Brut, notamment ce média digital, qui est aujourd'hui le premier média digital en Europe, qui produit des dizaines de milliards de vues, et qui ne va pas se positionner de facto de façon outrancière sur la cause palestinienne, mais va systématiquement relayer beaucoup plus justement ce qui va se passer à Gaza, c'est-à-dire Israël qui va bombarder Gaza, que de l'autre côté. On formate un peu les esprits. Par exemple, un de leurs grands journalistes qui est connu par tous ceux qui suivent Brut, moi-même je le suis beaucoup, qui s'appelle Charles Villa, qui est un grand reporter, qui avait au début justement pas parlé de ce sujet-là, alors que c'est un reporter qui va sur les zones de guerre, et qui a été obligé de faire une vidéo où il s'est justifié. Il a dit, depuis des jours, on me pose la question, etc. Sur le conflit palestinien, c'est compliqué. Il a dû faire une explication. Et c'est comme ça que s'informent aujourd'hui justement les jeunes, à travers ces youtubeurs et ces grands médias comme Combini, justement, qui profitent, eux, contrairement à ce qui se passe à l'extrême gauche, de levées de fonds énormes, de sociétés dans la tech, etc. Ils font des levées de fonds à plus de 300 millions d'euros. C'est énorme, cela. Et à chaque fois, on ne parle pas de ces éléments-là. On a le sentiment dans ce pays que la justice traite mieux les coupables que les victimes. Et je vous dis, l'histoire d'Amaury et cette témoin qui attend, et je l'en remercie, Isabelle, qui sera avec nous dans un instant, en est une illustration parfaite. Vous allez entendre son histoire, vous allez vous arracher les cheveux. Éric. Et le lien aussi avec l'immigration est important. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec, par exemple, 40% des tribunaux administratifs qui sont justement occupés par le contentieux des étrangers. Donc aujourd'hui, c'est énorme. 55 millions d'euros d'aide juridictionnelle selon la Cour des comptes, justement, qui est accordée pour la défense des étrangers contre les préfectures, donc contre l'État. C'est également énorme. Et on se retrouve aussi avec une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. C'est-à-dire qu'on a à peu près 7,6% aujourd'hui d'étrangers selon l'INSEE sur le territoire. Et ils commettent 17% des infractions. Et ils occupent 25% des prisons. Bien sûr, donc ça occupe énormément d'espace et surtout de plus en plus d'espace aujourd'hui. Toujours le même discours d'humanité, de fermeté. Moi, j'ai rien entendu en fait dans ce qui vient d'être dit là. Rien de concret, rien. Le problème d'utiliser ce mot humanité, c'est que ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, par exemple, il y a 6 millions de déplacés en République démocratique du Congo. Ce sont des gens qui cherchent à aller à Mayotte, par exemple. Donc ces personnes-là, selon notre droit d'asile, ils pourraient tout à fait être acceptés sur le territoire.
Il faut pas se tromper là-dessus. À un moment, si on veut être ferme sur l'immigration, il faut être capable de dire aussi, non, ça va être difficile. C'est ce que justement le président Sarkozy expliquait. Parce que nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est faux de penser aujourd'hui qu'il y a seulement les 100 000 justement demandes d'asile qui sont acceptées sur le territoire français, qui sont dans une situation de danger dans le monde. Il y a des dizaines de millions de personnes. Donc, il y a une forme d'humanité de dire, non, vous n'êtes pas les bienvenus. Oui, on ne va pas accueillir des Afghans qui essayent de fuir les talibans. On va plutôt demander aux pays qui sont sûrs à côté, il y en a 16 qui ont été répertoriés par l'Union européenne, pour justement les accueillir, parce qu'on ne peut pas tout porter. Donc à chaque fois qu'on entend le mot humanité, ça veut dire cas par cas, et au cas par cas, qu'est-ce qu'on sait par exemple, c'est la Cour nationale du droit d'asile et tout le monde, eh bien ça veut dire les accueillir, parce que c'est difficile. Et je vais vous dire pour terminer, de plus en plus dur demain, c'est quoi ? C'est que le continent africain, aujourd'hui, ce sont des jeunes et des enfants. Et on une explosion démographique. Face à cette arrivée, parce qu'on va voir des jeunes de 12 ans, de 15 ans, de 16 ans, on va avoir ces images folles où forcément on va se dire c'est inhumain de le refuser. Et demain, évidemment que tous les jeunes enfants d'Afrique, beaucoup veulent venir ici, notamment pour aller rejoindre parfois leurs grands frères, pour aller rejoindre également de la famille. Donc il y a une part d'inhumanité, mais il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Soit on ouvre grand nos portes, soit justement on est ferme. C'est difficile, mais parce qu'on priorise d'abord les Français. Moi, je vais faire un lien un peu indirect avec ce dont on parlait avant, parce que Vinicius est connu aussi pour avoir une forte communauté algérienne. Qu'est-ce qu'on voyait avant ? On voyait justement dans le témoignage de cette dame des gens qui pourtant étaient des migrants, donc normalement dans une situation de désarroi, qui quittent un pays où ça se passe pas forcément bien, et ils se retrouvent en fait dans une belle maison, un pavillon, et donc normalement ils devraient être contents, ils devraient bien s'en occuper. Vous savez, on dit souvent que justement il faut aider ces personnes, et ils choisissent de tout souiller, de tout saccager. C'est un peu la même chose dans ce lycée et dans certains quartiers aussi de France, où à chaque fois on va dire que le problème c'est un problème social, qu'il faut mettre toujours plus d'argent, etc. Et eux-mêmes choisissent de détruire leur propre outil. Parce qu'il y a des gens, ils ont un comportement tout simplement de sauvage. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils sont oisifs, je pense que c'est devenu leur occupation principale, parce qu'ils aiment la destruction. Donc évidemment que c'est un problème aussi de civilisation, de population aussi. C'est un problème également d'intégration au sens large. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître, avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.